Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mai qui devrait être relativement court par rapport à ce qu'on connaît d'habitude parce qu'effectivement j'ai lu que 10 livres ou une dizaine, enfin moins de 15 en tout cas je pense, on fera le point à la fin. Mais parce que du coup je suis partie en vacances au début du mois. Et il s'est avéré que le soleil et tout ça, les cocktails, machin, j'ai pas du tout le temps de lire. Franchement, on a fait 70 km à pied en tout pendant notre séjour, donc vraiment, c'était sportif. Mais voilà, je fais une pause dans mon épisode de Marion Premier Regard que je suis en train de rattraper pour tourner cette vidéo. Donc, je vous mets en barre d'infos et dans le petit le lien vers l'épisode du projet Chatham numéro 5 où je vous présente du coup les 3 lectures que j'ai faites ce mois-ci de l'auteur. Donc j'ai lu La Promesse des Ténèbres, donc qui est au final un préquel dans la trilogie de l'âme du mal, donc qui se situe entre le premier tome, donc l'âme du mal et In Tenebris. Après, comme je le dis dans ma vidéo, c'est un livre que l'on peut lire à la fin de la trilogie pour voilà, avoir des réponses à toutes nos questions. Moi j'aurais, avec du recul, préféré je pense le lire dans l'ordre chronologique, donc l'âme du mal, La Promesse in Tenebris, Maléfice, parce que je pense que ça m'aurait permis de mieux appréhender le personnage d'Annabelle qui apparaît pour la première fois dans In Tenebris de base et que avec qui j'ai eu du mal, alors que après la lecture de ce livre-là, au final, j'ai plutôt bien apprécié le personnage. Donc ici, voilà, c'est une lecture qui a été assez mitigée parce que le sujet est très sombre. On est dans l'industrie du porno, mais le porno underground, le gozo, donc vraiment tout ce qui est pratique un petit peu décadente, un petit peu décalée, un petit peu dégoûtante surtout. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, donc j'en parle plus dans la vidéo, mais voilà, j'ai pas trop aimé la représentation de la femme dans ce livre. En revanche, l'écriture de Maxime Chatham était encore une fois très bonne, c'est très juste, donc je pense que si vous aimez l'auteur, vous aimerez celui-là si vous êtes moins sensible que moi par rapport au sujet. Donc voilà pour ça. Et j'ai ensuite lu du coup le diptyque Les Abysses du Temps, donc Léviathan le tome 1 et le Requiem des Abysses le tome 2. Pour le coup, dans certaines trilogies classifiées de Monsieur Chatham, pour moi ça pouvait être lu indépendamment parce que c'était pas des suites directes. En revanche, ici c'est vraiment des suites directes. Vous ne pouvez pas lire le Requiem des Abysses si vous n'avez pas lu Léviathan parce que sinon vous allez être complètement perdu, complètement spoilé, complètement dérouté. On est sur du thriller historique au moment de l'exposition universelle de Paris, donc aux alentours de 1900. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré la duologie là, ça a totalement fonctionné sur moi. En plus, vous allez voir, j'ai lu un autre thriller policier historique pendant le mois et j'ai vraiment eu l'impression de m'y retrouver. J'ai trouvé que la patte de Maxime Chatham, vraiment dans le thriller historique, il est vraiment très fort, hein, comme dans Le Sang du Temps que j'avais eu un coup de cœur. Là, j'ai trouvé ça très dynamique. En plus, les phrases sont souvent courtes et donc ça donne vraiment un dynamisme au récit. J'ai beaucoup aimé les personnages, le côté un petit peu cozy mystery entre gros guillemets, parce que bien sûr c'est pas aussi léger qu'un cozy mystery, mais où là on suit un écrivain qui est pas du tout policier, une courtisane qui est pas du tout policière, mais qui vont enquêter, un peu se mêler de tout. J'ai beaucoup apprécié, les personnages sont très bien et Maxime Chatham a vraiment plusieurs cordes à son arc, donc ça je vous le recommande vivement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez des avis plus détaillés. J'ai eu un coup de cœur pour le livre Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McGonaghy. Waouh, c'est un livre claque. Vraiment, je devrais pas tarder à mettre le post sur Instagram, Bookstagram dans la semaine, les jours à venir. Ici, on va rencontrer une biologiste qui s'appelle Inti, qui mène un programme de réintroduction des loups en Écosse. Alors je sais pas si... Ouais, dans les Highlands écossais. Et du coup, elle se frotte un peu à la réticence j'allais dire du voisinage, mais en gros des habitants des villages voisins, parce que forcément eux sont pour la plupart agriculteurs, donc leur bétail, comment ça va se passer, est-ce que les loups vont vraiment réussir à s'intégrer correctement de façon à rester sur leur territoire et pas empiéter sur celui des habitants. Évidemment, il va y avoir un cadavre à un moment donné, donc tout va porter à accuser les loups évidemment, mais Inti va tout faire avec son équipe pour démontrer que les loups ne sont pas coupables. Et bref, autour de ça, on a également un autre mystère parce qu'Inti vit avec sa sœur, Angie je crois, je sais plus son prénom,
mais elle vit avec sa sœur qui est tombée dans un mutisme total depuis une certaine période de sa vie, un certain événement. Et du coup, on va alterner entre présent et passé dans les chapitres où on va pouvoir reconstruire un peu le fil de leur enfance et de leur vie d'avant l'Écosse pour voir ce qui a mené à tout ça. C'est vraiment un roman coup de poing, c'est un roman poignant, c'est un roman plein de vie et d'humanité. J'ai adoré. Alors attention parce qu'on a des trigger warnings, dont violence conjugale et agression sexuelle. J'en dis pas plus, mais voilà, faut quand même être préparé parce qu'on a quand même des passages qui sont très forts en émotion. Ça m'a vraiment pris aux tripes. J'étais vraiment dedans. J'ai adoré quand même l'ambiance du livre, les personnages qui ont vraiment un caractère, une personnalité et une délicatesse. Je vous le recommande vraiment. Voilà, après quand même il faut être psychologiquement fort si vraiment les trigger warnings que j'ai cités sont connus de vous ou plus ou moins proches, direct, indirect. Voilà, quand même il faut le savoir, mais c'est un très beau livre qui vaut le détour. La plume est très belle, très poétique, et en plus le sujet de la réintroduction des loups est réel. J'ai fait quelques recherches sur internet pour voir si les programmes existaient vraiment et tout, et donc il s'avère que c'est vrai. Donc j'ai trouvé ça très chouette d'avoir un petit parallèle avec la réalité. Après vous avoir parlé du diptyque thriller historique de Maxime Chatham, j'ai lu un autre policier historique qui est Le Jardin des anatomistes de Noémie Adénis. Donc ici on est en 1673 à Paris, toujours. On va suivre Sébastien qui vient de Sologne et qui est herboriste en Provence. Donc lui il arrive à la ville parce qu'il a hérité d'un carnet et il aimerait pouvoir interroger un herboriste plus célèbre pour qu'il puisse avoir des réponses, échanger sur ses expériences, ses découvertes, etc. Et il est accueilli à Paris par Charles qui est un étudiant en médecine. Non, lui il est botaniste et il a un autre camarade qui s'appelle Alexandre qui lui est apprenti chirurgien. Et le premier jour où il arrive, il dit bah écoute viens avec nous, on assiste à des cours d'anatomie et des séances de chirurgie en gros en plein air, enfin accès au public. Et en fait dans ces cours on a Pierre Dionys donc qui est un chirurgien, j'ai vérifié c'était un personnage réel, enfin il y a quand même des faits historiques repris ici, donc même si c'est romancé et tout ça, qui fait des séances de scalpel, etc. Pour montrer des interventions sur des cas précis de médecine. Et donc Sébastien assiste un peu de loin parce que lui la chirurgie c'est parce qu'il l'intéresse. Et le soir vient, certains étudiants se retrouvent un peu dans un pub, une taverne pour boire des coups et tout. Il y a des échauffourées donc ça part un peu en cacahuète, un peu la bagarre. Ils vont se coucher et le lendemain au réveil, ils trouvent un cadavre dans leur chambre. Le carnet de Sébastien a disparu, d'autres affaires ont disparu, trop bizarre. Et le plus bizarre, c'est que le cadavre a été assassiné en suivant un protocole assez précis qui reprend en fait la leçon à laquelle ils ont assisté pendant le cours au jardin du roi. Donc la police, machin, etc. Ils reprennent un peu leur vie en attendant d'en savoir plus, d'être contactés, etc. Ils vont se rendre à un nouveau cours et le lendemain rebelote un nouveau cadavre, à nouveau avec le même mode opératoire qui refait surface. C'est la leçon de la veille qui a été reprise pour assassiner la personne. Donc là on comprend qu'il y a quelque chose, donc est-ce que c'est quelqu'un qui assiste au cours, est-ce qu'il y a un complice, quelqu'un d'extérieur, on ne sait pas. Et donc de là va s'enchaîner tout ça. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très unique, j'ai beaucoup aimé le personnage de Sébastien, un peu ingénu, un peu des fois naïf parfois, mais il se retrouve un peu mêlé à tout ça contre son gré, donc certaines de ses réactions sont un peu normales, genre je suis là mais j'ai pas trop envie d'être là, mais bon j'ai pas le choix, je coopère. Et du coup voilà, on va avoir un petit côté où il va falloir mener l'enquête. Je vous passe ce passage. Je voulais juste revenir sur un point qui m'a perturbée. En lisant, donc moi j'aime bien quand c'est des faits historiques qui sont repris ou des personnalités existantes ou qui ont existé, j'aime bien un peu fouiner sur internet pour voir jusqu'à quel degré l'auteur a pris modèle de la vie réelle. Il s'avère qu'à un moment, j'ai tapé le nom d'un personnage pour savoir si lui avait vraiment existé, donc un proche de notre personnage principal, Sébastien. Et en fait, en tapant son nom, quand j'ai fait entrer, ça m'a donné une chronique sur Babelio concernant le premier livre de l'auteur qui s'appelle Loup des Ardents. Donc Loup des Ardents est un autre polar qui a été récompensé, etc. Et en fait, j'en déduis que je me suis un petit peu fait spoiler ce premier livre, mais ici rien n'indique que c'est une suite. En fait, je pense que ça reprend, ça se passe bien plus tard que le premier, mais il y a quand même un lien et je trouve ça un peu dommage que ce ne soit pas précisé.
Donc voilà, peut-être avez-vous lu Le Loup des Ardents et vous pourrez m'éclairer. Mais en tout cas, voilà, je pense que je me suis fait un peu spoiler un certain élément majeur du Loup des Ardents. Je n'en dis pas plus, mais à suivre, je pense que du coup, je lirai le premier livre de l'auteur pour me faire un avis et pouvoir revenir dessus et savoir ce qu'il en est. Lecture suivante et pas des moindres parce que ça a vraiment été un calvaire. Et si ça n'avait pas été dans le cadre d'un challenge, je l'aurais abandonné. J'ai lu le troisième et dernier tome d'Endgame, la série de James Frey et Neil Johnson Shelton, je sais pas si c'est ça son prénom, enfin bref, si Neil c'est écrit. Vraiment aucun intérêt, je trouve. Alors peut-être que, comme je l'avais dit quand j'avais parlé des autres tomes, peut-être qu'à l'époque où il y avait vraiment cet enjeu de vraie énigme et tout, bon moi j'ai pas de cerveau donc j'aurais pas réussi, mais peut-être qu'à l'époque il y avait un truc un peu plus peps, un peu plus d'entrain, un peu plus dynamiste, mais vraiment je me suis ennuyée pendant cette lecture. En plus en refermant le bouquin, il y a des questions qui restent sans réponse, moi ça m'a complètement gavée. La fin m'a laissé deux marbres, donc je pense que c'est une trilogie qui quittera un jour mes étagères. C'est un peu dommage parce que c'était un cadeau. Et que je trouve les objets livres très beaux, mais vraiment pas d'intérêt. Le peu d'intérêt que j'avais pour certains personnages dans le tome 2, enfin qui avait été un petit peu accentué et repumpé, là le soufflet est complètement retombé, donc c'est pas une série de fantastique que je vous recommande. Cette lecture, je ne sais pas si je la mets en 4,5, 5 sur 5 au coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'ai adoré Sous les étoiles de Bloomstone Manor, évidemment. Je pensais pas du tout aimer autant, je pensais lire quelque chose de très jeunesse, enfin de très 12-13 ans, et pas du tout, c'est plus 14-15, voilà, avec un sujet très sérieux. Donc ici, on va rencontrer Agathe qui a 19 ans, on est en 1898, donc je trouve que mes lectures sont même très en lien, hein, entre 1900 pour le Chatham, 1898 ici, voilà. Et donc notre jeune Agathe, normalement fait son entrée dans le monde et assiste à des réceptions pour voilà, attiser un peu la curiosité de certains hommes, qui sont des gros crétins évidemment à cette époque. Mais elle a autre chose en tête, c'est qu'elle adore la science, l'astrophysique, l'astronomie, etc. Et un jour, lors d'un goûter, d'une collation chez un voisin, avec ses parents, elle va lâcher une petite phrase concernant les sciences qui va attiser la curiosité du propriétaire des lieux, donc Nathaniel Stone. Et il va lui proposer de passer un séjour chez lui pour échanger là-dessus, voilà. Elle va accepter, ses parents doivent partir ailleurs, donc elle va se retrouver à séjourner chez ce monsieur. Et il va lui proposer, la convaincre de s'inscrire à un concours de sciences où en gros il faut émettre une théorie qui pourrait se démontrer, etc. Dans un domaine en particulier, que ce soit la médecine, l'astrophysique, l'astronomie, la chimie, tout ce que vous voulez. Et notre jeune fille qui est très cultivée parce que grâce à la complicité de sa gouvernante, pendant les sorties où elle était censée faire les magasins, elle pouvait se rendre à la bibliothèque et lire plein d'articles. Elle est très douée et donc de là va s'enchaîner des événements pour qu'elle puisse avoir une candidature et un projet on flick, on point, si je puis me permettre. Et évidemment, il y a une romance en parallèle avec un jeune garçon qui s'avère être le cousin du propriétaire des lieux, qui a à peu près son âge ou pas un grand écart. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très sérieux comme livre. Les thématiques sont vraiment sympas. Comment c'est abordé, c'est pas abordé de manière où on vous récite des choses, c'est vraiment toujours très fluide, l'écriture est très belle. Les personnages sont vraiment très très attachants. J'ai beaucoup aimé également que ce soit la relation entre Stone et Agathe, en mode tuteur et élève. Et la romance qui se développe, qui est vraiment très slow burn, entre, il s'appelle Adrien il me semble, Adrian et Agathe également. Pareil, ainsi que tous les personnages qui gravitent autour ont tous leur propre personnalité que j'ai beaucoup apprécié. Les sujets pour l'époque sont très bien amenés, on a vraiment ce côté, la place de la femme n'est pas du tout mise en valeur, donc il faut qu'elle se batte pour convaincre les gens de la prendre au sérieux. Donc on a un aspect très féministe, on a le côté science, on a l'aspect, on a également l'homosexualité abordée, donc forcément à cette époque qui n'est pas bien vue. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit, c'était maîtrisé, c'était recherché. J'ai retrouvé mon petit papier parce que du coup j'ai noté mes abandons et des livres que j'ai lus mais que j'ai rendus parce que j'ai pas pris.
J'ai lu en début de mois, quand on partait en vacances dans le train, j'ai lu Voltige. J'ai plus le nom de l'auteur, c'est Tae Kung, un truc comme ça, bref. Que je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas trouvé d'intérêt. C'était en gros l'histoire d'une famille. C'était à notre époque, il me semble, c'était vraiment dans le monde actuel. Où on suivait un homme, un père de famille qui était en gros dans un cabinet de conseil, un peu comptable ou gestion de patrimoine ou ce que vous voulez. Et à un moment, cette entreprise est un peu en train de faire faillite, sauf que lui, il va pas en dire un mot à sa femme et à sa fille. Il va les laisser croire que s'il décide d'arrêter son travail, c'est pour passer plus de temps en famille, etc. Pour que il puisse aussi s'occuper de sa fille et que sa femme puisse faire sa passion de créer des bijoux et d'autres petites choses et qu'elle n'ait pas besoin de travailler. En parallèle, s'occuper de sa fille qui a vraiment un talent pour le tumbling, il me semble, donc c'est une espèce de gymnastique un peu rythmique, un truc comme ça, où vraiment elle peut sans doute percer parce que son entraîneur, qui n'a aucune mauvaise intention, je le précise parce que des fois on peut avoir un rapport un peu suspect, voit en elle vraiment une future pro, donc on a ça. Et en fait, tout dégénère parce que monsieur qui pensait être le plus fort avec ses gros biscottos, l'homme de la famille, let's go, allait rebondir, il va pas du tout rebondir, il va faire que s'enfoncer, ça va être une descente aux enfers. Et il va un peu rejeter la faute à chaque fois sur tout le monde, mais jamais sur lui, évidemment. Et en parallèle de ça, il va être hyper méchant avec tout le monde, il va voir que sa fille, il pourra plus payer ses cours, donc il va falloir qu'elle arrête la gym parce que c'est qu'une passade, une lubie. Sa femme, il l'envoie pète tout le temps et pareil, on a gros trigger warning là-dessus. Le mot en V conjugal. Alors évidemment, c'est amené dans le sens où la femme pense que c'est son devoir, donc en gros, elle se laisse faire entre guillemets et après, elle prend quand même plaisir à. Il y a certains passages où elle le veut, ce rapport. Sauf que monsieur est un gros forceur. Monsieur est un gros forceur. Insistant, vraiment gros lourdingue, en mode ouais, il sous-entend que c'est pour le détendre quoi. Non, vraiment, c'était pas possible. Vraiment, le discours du personnage masculin est exécrable. Je vous le déconseille. En plus, à un moment, il se passe un événement. En gros, il y a une espèce de catastrophe climatique. Genre, il y a des loups, des ours qui se baladent. On sait pas, ça se pose comme un cheveu sur la soupe. Ça n'a aucun sens. Donc, ça rajoute une autre couche au problème de la famille. Non, vraiment pas du tout, j'ai pas du tout aimé, donc ça je vous en parlerai pas sur Bookstar, je vous aurais mis la couverture là à côté, mais je vous le recommande pas du tout, c'était vraiment pas bon, à mes yeux, bien sûr. À mes yeux, encore une fois, tout avis négatif ici est bien sûr personnel, comme tout avis positif et aussi personnel. J'ai également lu Les marins ne savent pas nager, de Dominique Scali, il me semble, couverture, pareil, je vous mets la couverture du grand format, parce qu'il existe en un tome en grand format, en poche il est en 2 tomes, on sait pas pourquoi, juste une question de fric, bref. Je reste moins aigrie et c'est une lecture assez sympathique ma foi. En gros, on est sur l'île 10. Alors, en faisant des petites recherches sur internet, il y a un truc qui existe par rapport à Is, mais c'est un folklore. Je sais pas trop, un folklore un peu celtique, je sais pas trop si ça existe. Bref, je m'étale pas là-dessus. Mais on va suivre Daphné Poussin, qui est une jeune fille qui, contrairement à beaucoup de monde, sait nager. Et elle vit du coup sur cette île et elle fait un petit peu les petits travaux des petites mains quand les marins reviennent, voilà, ils trient le poisson, ils réparent les filets, etc. avec les autres femmes du lieu. Et elle a un rêve secret, c'est un jour de pouvoir faire son entrée dans la cité. Donc la cité, c'est sur l'île, c'est un peu en gros une sorte de forteresse, un peu Carcassonne au milieu de la ville, où voilà, les plus riches et les plus aisés ont un droit de passage, une reconnaissance hiérarchique. Et eux n'ont pas à faire le sale boulot sur le bord de mer, sachant qu'en plus sur le bord de mer, généralement il y a des marées qu'ils appellent des marées de l'équinoxe, je crois, qui sont très très virulentes, donc ils risquent de tout perdre à tout instant dès qu'il y a une grosse marée comme ça, ils sont obligés d'être à l'abri, tout est en pause, la vie, etc. Bref. Et du coup, c'est un livre qui est divisé en plusieurs parties, et à chaque fois, la partie reprend toujours Danae tout au long de sa vie, et avec un personnage généralement masculin qui va apporter ou non des choses à Daphné pour la construire. J'ai bien aimé le premier personnage qui est un érudit qui est dans la première partie. En revanche, il se passe pas grand chose. C'est vraiment assez contemplatif dans le reste du bouquin. Des fois, les personnages sont exécrables, pardon, parce que je pense à une scène. À un moment, elle est en bisbise avec un mec. Sauf qu'elle surprend un moment ce mec avec genre sa pote.
et en mode tout le monde trouve ça normal, genre vraiment, mais messieurs, dames, le respect. Bref, et pareil, à un moment, elle va arriver à un moment à se faire plus ou moins intégrer à cette cité, se faire inviter pour la découvrir. Et pareil, encore une histoire de mec, et vraiment les hommes ridicules et... Enfin voilà, c'était un peu des petites péripéties, une saga un peu qui se lit, enfin c'est un livre un peu, ouais voilà, qui s'étend sur une longue période et qui peut amener des choses sympas, mais ça m'a pas transcendé, donc je pense pas l'ajouter à ma bibliothèque dans un premier temps qui arrive vite. Mais ma foi, voilà pour cette lecture qui n'était pas si mauvaise. Je vous la recommande parce que c'est quand même très bien écrit, c'est très dynamique, mais voilà, moi j'aime bien quand il y a plus d'action. Là c'était assez contemplatif, donc ceci explique. Et l'autre livre que j'ai lu que je n'ai pas, c'est Jusqu'à ce que mort s'en suive d'Olivier Rollin. Lecture très surprenante, très bonne, très surprenante. Je ne l'ai pas acheté encore parce que voilà, ça m'a beaucoup plu, mais c'est pas indispensable à ce qu'il soit tout de suite dans mes étagères. C'est un livre qui va cibler un public, je pense, assez précis. Parce que dans ce livre, en fait, Olivier Rollin va reprendre un passage, un extrait vraiment minime des Misérables de Victor Hugo, où on parle des barricades de je ne sais plus quelle année, au moment de la Révolution, quoi, où situent les Misérables. Et Victor Hugo évoque deux personnages. Et en fait, Olivier Rollin va baser tout son livre, donc c'est un livre très court, hein, il doit faire 200 pages à peine. Et en fait, il va avoir trouvé ce passage intriguant et il va reprendre chacun des deux personnages concernés dans ces quelques lignes et retracer leur vie et comment ça les a menés à se faire face en fait dans un duel et comment ça se termine, etc. J'ai trouvé ça très bon, c'est vraiment, en plus l'auteur écrit bien, il ponctue aussi le récit des fois d'anecdotes personnelles ou d'anecdotes sur quand il déambule un peu dans Paris, sur les rues, ce qu'elles sont devenues par rapport à l'époque de Victor Hugo, etc. Je pense que c'est un livre qui m'aurait parlé davantage si j'avais lu Les Misérables, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle pour l'instant. Mais je pense que si vous avez lu Les Misérables, que c'est un livre qui vous a marqué, que vous avez apprécié, je pense que Jusqu'à ce que mort s'en suive peut être un bon ajout, une bonne lecture compagnon pour voilà, creuser un petit passage qui peut-être vous a marqué ou non, je ne sais pas, comme Olivier Rollin. Mais j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très bien écrit, c'est très bien documenté, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que peut-être j'aurai un regard nouveau sur cette lecture quand j'aurai lu Les Misérables de Victor Hugo. Mais c'était très bon, donc je vous le recommande. Il me reste que 2 lectures à vous présenter, donc ça fera 12 livres lus. Je vous parlerai à la fin de l'abandon que j'ai eu et du pourquoi du comment. J'ai lu, alors disclaimer tout de suite, encore une fois ça n'aurait pas été dans le cadre d'un challenge, je l'aurais abandonné parce que de base le pitch m'intéressait pas du tout, vraiment, j'ai donné une chance pour le nom de l'auteur, mais enfin, je veux dire, c'est pas un livre vers lequel je me serais tournée si on m'avait pas donné en SP par la repré, voilà, et parce que le challenge, bref. J'ai lu le premier tome de l'Archipel des Dieux, le sacrifice de Amy Kaufman. Donc Amy Kaufman, c'est la partenaire de J. Christophe avec qui ils ont fait Illuminae et Aurora Squad. Illuminae, voilà, Aurora Squad, très sympa, j'ai beaucoup aimé. Ici, donc elle est toute seule et elle nous propose un récit, une série pour l'instant de fantasy fantastique avec des déités, des divinités. Donc on rencontre Sally Walker qui est une jeune femme qui bosse sur un bateau qui devrait être à elle un jour. En fait, elle qui avait prévu un peu se chaparder pour faire quelque chose, va se retrouver réquisitionnée tout comme son bateau et l'équipage pour escorter le prince Léander jusqu'à l'archipel pour qu'il puisse faire le sacrifice aux dieux pour pouvoir éviter la guerre au continent. En vrai, c'est dommage parce qu'il y a un potentiel. Enfin, au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages, voilà. Mais l'intrigue m'a laissé mes deux marbre. Il ne se passe rien. Vraiment, c'est divisé en plusieurs parties, le bouquin. Et il ne se passe rien. Il va y avoir de l'action sur, un chapitre ou 10 pages. Et après, il ne se repasse plus rien pendant genre 150 pages. C'était vraiment d'une longueur. C'est fort dommage. Voilà, j'arrête pas de dire dommage. Je crois, mais parce que vraiment le personnage de Sally est plutôt intéressant pour un personnage féminin où des fois elle pourrait vite être gnangnan. Le prince Léander est plutôt très cool,
Il y a un autre personnage, pareil, qui s'appelle Kigan ou Kiran, je ne sais plus, mais également que j'ai beaucoup apprécié. Et vraiment, le trio m'a beaucoup botté, mais à part ça, j'ai pas trouvé que ça avait un attrait intéressant. J'ai pas trouvé ça folichon. Donc je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ou ont prévu le lire, mais si vous avez prévu le lire, je vous souhaite du courage, parce que le parpaing. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a convaincu ou non dans ce récit, mais je poursuivrai pas. Et je vais le mettre en boîte à livres, voilà, parce que c'est un SP, donc je vais pas le vendre. Mais non, il restera pas ici. Je vais garder le meilleur pour la fin, si je puis dire. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai lu L'héritier insoumis de Daniel L. Jetsen, donc c'est le 3e tome du Pont des Tempêtes. Donc le 1 et le 2 suivent Lara et Aren. Dans celui-ci, on suit Zara et Kéris. Donc voilà, je vais pas spoiler sur les identités réelles. Mais en gros, du coup, c'est en tome compagnon, si je puis dire. Enfin, il y a une suite, mais sans une suite. Vraiment, Madame Daniel L. Jetsen, il faut arrêter de faire des personnages aussi pénibles. C'est fou. Je l'avais fait une story Bookstar où je disais que c'est dingue de faire des héroïnes aussi nunuches. On nous vend des héroïnes ultra badass. Au début, ça commence toujours très bien. Vraiment, les héroïnes se veulent badass, elles le sont dans le début. Et puis dès qu'on met un mec dans l'équation, ça y est, ça part en cacahuète. C'est le bureau de la niaiserie. C'est toi, ma vie, nanani, nanana, à la vie, à la mort, personne te fera du mal. Vraiment, tout le reste, l'intrigue politique et tout qui est vraiment au cœur de cette saga. On squeeze, vraiment, comme dirait Squeezie, c'est le cas de le dire, c'est pas bon pour moi. Vraiment, là, pas du tout. En plus, ça, c'est un tome qui reprend du coup les événements qui se passent dans le tome 2. Donc, à un moment, l'auteur, elle s'est dit, je vais faire un copier-coller de ce qui s'est passé dans le tome 2, je vais le mettre là, je vais juste un peu rajouter des trucs du point de vue des personnages qui nous concernent dans ce tome. Mais vraiment, j'ai eu l'impression de relire ce que j'avais déjà lu. Et en plus, comment c'est ce qui va se passer comment c'est ce qui va se passer vu qu'on a lu le 2. Il n'y a pas d'intérêt en fait ici, il n'y a aucun intérêt. Il valait mieux faire un tome 2 beaucoup plus gros, roman choral avec plusieurs points de vue pour avoir vraiment tous les personnages et que ce soit vraiment bien mêlé, que ça nous fasse un bon combo, une belle recette. Parce que là vraiment c'est d'une redondance vraiment... Voilà quoi. Les personnages intéressants, c'est ceux qu'on a vus dans le tome 2 quoi. Et on les voit pas beaucoup ici, vu que forcément on sait déjà. Donc un peu pénible, franchement, je vois pas ce qu'il va y avoir à dire de plus par la suite. Je suis curieuse de voir. Vraiment, je verrai la suite parce que là je suis dedans, ça y est. Mais moi qui avais pas du tout aimé le tome 1, qui avait beaucoup apprécié le tome 2 parce que vraiment là j'avais lu ce que je comptais lire depuis le début. Et là ça partait vraiment bien et le soufflet encore une fois retombe. Dommage quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de faire 3 tomes ou de dire ouais, on suit un autre couple. Non, mêle ton truc dans le 2, ajoute-les parce que vraiment là-dedans, il y a au moins ça ou c'est ce qu'on a déjà lu. Donc, celles qui restent, tu peux les incorporer dans l'autre. Hein. Franchement, madame. Donc, je sais pas comment elle fait pour faire des personnages aussi neuneux et aussi peu intéressants. Vraiment, là, cette saga, elle fait vraiment des vagues. Sur cette lecture plus ou moins mitigée, je vais vous parler de mon abandon. Je sais plus où j'ai mis mon petit papier, mais je devrais avoir le titre approximatif. J'ai abandonné en début de mois l'affaire Agatha Christie de Nina quelque chose, je crois. Bref, couverture. Pourquoi? Alors, à résumer, qu'est-ce qui s'y passe? On rencontre du coup Agatha Christie à une certaine époque de sa vie où elle est mariée, etc. Et en fait, son mari va lui annoncer qu'il souhaite divorcer pour partir avec, je sais pas si c'est la bonne, enfin partir avec une autre femme. Et du coup, à partir de ce moment-là, Agatha Christie va disparaître. Elle va disparaître pendant plusieurs jours et donc que va-t-il se passer? Qu'est-il advenu d'elle? Est-ce qu'elle est partie se suicider? Est-ce qu'elle a fui? Est-ce que machin? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et en fait, c'est la maîtresse de son mari qui va un peu mener l'enquête, qui va peut-être la retrouver, on ne sait pas, bref, j'ai pas poursuivi. Mais du coup, mise en contexte, il s'avère que Agatha Christie a réellement, enfin ce livre s'inspire d'un fait divers réel. C'est-à-dire que Agatha Christie, à un moment de sa vie, a réellement disparu une dizaine de jours sans donner de nouvelles, de signes de vie. Pour qui j'ai pas creusé plus que ça, je vous avoue. Voilà. Et elle réapparaît. Jusque-là, ok, tu vois, genre tu me prends un fait réel, pas de soucis, ça m'intrigue. En plus, Agatha Christie, je connais pas plus que ça, j'ai juste lu Les Crimes de l'Orient Express. Donc pour l'instant, j'ai jamais creusé et étalé, voilà.
Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que, vous l'avez sans doute vu le mois dernier, j'ai lu Ils étaient 7. Dans ce livre, on rencontrait un club, donc c'est un Cozy Mystery, on rencontrait un club de lecture fondé par une fan d'Agatha Christie qui regroupait beaucoup de gens fans d'Agatha Christie et en gros fans de polar et de policiers, thrillers, etc. Et il y avait un mystère où, une fois ce club de lecture fondé, l'un d'eux va disparaître, et donc enquête, etc. Et à un moment, un des personnages de Ils étaient 7 nous parle de cette affaire de disparition d'Agatha Christie, et nous en révèle les tenants et les aboutissants. Elle nous raconte vraiment de manière très détaillée ce fait divers, et du coup, quand j'ai commencé l'affaire Agatha Christie, j'avais pas d'intérêt. J'avais pas d'intérêt parce que on reprend ce fait divers, mais au final, je savais le schéma, je savais le cheminement. Alors peut-être que l'aboutissement, la révélation finale n'est pas celle que la personnage de Ils étaient 7 a raconté et que Wikipédia raconte, mais en fait, j'avais pas d'intérêt parce que je savais pourquoi elle avait disparu, enfin, comment elle avait disparu, où est-ce qu'elle allait être, etc. Donc en soi, mon intérêt pour l'intrigue, elle était retombée parce que du coup, la personnage des Ils étaient 7, elle avait fait son taf et ça s'est goupillé. En plus, pourtant, il y avait un mois de battement entre mes deux lectures. Mais du coup, ça n'a pas attisé ma curiosité d'en savoir plus sur le pour qui, pour qu'est-ce, pour comment. Voilà, j'ai du coup laissé tomber parce que j'avais déjà entendu parler de ça en fait. Et c'est vrai que quand je l'ai commencé, quand j'ai lu le résumé au moment de commencer ma lecture, je me dis ah bah tiens, c'est un peu ça fait écho à ce que était dit dans Ils étaient 7. Et au final, c'était vraiment très proche, très lié. Donc j'ai préféré arrêter. Peut-être que dans 3 ans, quand j'aurai vraiment oublié Ils étaient 7, mais encore j'ai une mémoire, faut pas pousser, je le relirai et je découvrirai autre chose. Mais là voilà, c'était concours de circonstances. Malheureusement, les deux lectures ne pouvaient pas s'allier autour de moi. Donc voilà, j'ai abandonné sur ce. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit derrière fond parce qu'il y a un chantier à côté de chez nous. Donc là, c'est vraiment l'heure de pointe pour les marteaux-piqueurs. Mais voilà, j'espère que vous avez eu des bonnes lectures en mai. Je suis quand même pas insatisfaite de ce que j'ai lu parce que 12 livres, ça reste très correct pour certains. C'est même énorme. Donc voilà, j'ai pu rattraper vraiment sur les derniers jours parce que j'avais un week-end de 4 jours, donc j'ai pu vraiment finir tout ce que j'avais en cours pour les caler ici. Et là, mon début de mois de juin commence très bien, donc je suis vraiment ravie. Donc voilà, je vous souhaite à vous aussi d'être ravis dans les lectures que vous allez faire. Je vous dis à la prochaine. Salut!